Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne. Aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Paul Porras, qui est ostéopathe, entre autres expert de l'ostéopathie du sportif de haut niveau et amateur, spécialiste en périnatalité, donc ostéopathie de la femme enceinte, de la rééducation du périnée, également en micronutrition, ostéopathie aquatique. Et je remercie Paul de nous faire l'honneur sur ce podcast Cocoon Doré et nous faire découvrir son métier d'ostéopathe. Bonjour Paul. Bonjour. Tu es ostéopathe spécialisé dans la périnatalité. Tu as plusieurs expertises, notamment dans le domaine sportif. Ouais, Je t'ai vu aux côtés de grands sportifs, de grands noms sportifs. J'ai un exemple, Zidane. ouais, c'est vrai. Pour commencer, je vais demander, Paul, quelle a été ta formation de base, ton parcours pour en arriver à être ostéopathe? Alors, ostéopathie, j'ai fait 6 ans d'ostéopathie après le bac, parce que en fait, depuis tout petit, c'est-à-dire c'est on est une famille de 4 enfants, et moi je suis le plus petit, et c'est toujours moi qui ai fait souvent les massages aux frères, aux grands frères et grandes sœurs. Et puis après, j'avais une mentalité assez scientifique, et je me suis très vite intéressé à l'ostéopathie. Il y a mon frère aussi qui est ostéo, du coup, en parallèle. Et donc, j'ai fait cette étude d'ostéopathie, c'est 6 ans à l'école Hartmann de Sophia Antipolis. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Avant, c'était 6 ans et un mémoire. Aujourd'hui, c'est 5 ans depuis que l'ostéopathie a été reconnue en 2002 par l'État français, voilà, comme une profession à part entière. Et quand tu t'es formé, de suite, tu as choisi tes expertises, donc le Alors sport. ouais, en fait, effectivement, moi je suis déjà un grand sportif, j'adore le sport, le foot, la course à pied, etc. Et c'est vrai que quand je suis sorti de l'école, j'avais pris contact avec un super un médecin du sport qui très tôt m'a fait confiance en fait. Et du coup, très tôt, on a bossé ensemble sur bah, des sportifs de haut niveau, de renom. Et bah, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de traiter plusieurs footballeurs de haut niveau, etc. Après, les cyclistes aussi, cyclistes du Tour de France avec mon frère, qui s'occupe notamment d'une équipe cycliste. Et aussi, la petite anecdote, bah, c'était avec Zidane, où en fait, il y a eu le jubilé de Luis Fernandez, où j'étais invité à faire partie de l'équipe médicale et à être l'ostéopathe du jubilé, et où justement il y avait Zidane, il y avait autres sportifs de l'équipe de France et reconnus, footballeurs reconnus. C'était D'accord. une bonne expérience. Et donc effectivement, là, j'ai commencé comme ça mes années d'ostéopathie en étant assez calé en sport. Et puis je me suis spécialisé en sport. J'ai fait aussi une formation sur le K-taping, c'est les bandes de couleur. Je sais pas si tu as vu ça. Aux Jeux Olympiques, souvent, on voit les sportifs avec des bandages roses, des Oui. bandages bleus, etc. Donc c'est un truc qui est intéressant. C'est un petit plus, pas une fin en soi, mais voilà, je me suis formé ça aussi au niveau de la K-Taping Academy, formation pro, formation sport. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, comme je suis de nature très très curieuse, petit à petit, un jour, bah, j'ai eu envie d'avoir des enfants, et j'ai commencé à me former justement en périnatalité. Parce qu'il y a quelque chose de spécial, ou juste parce que, comme tu allais devenir père, tu t'es intéressé à la Ouais, périnatalité? en fait, je suis de base très très curieux, et du coup, j'aime bien faire les choses. Et donc, du coup, à un moment donné, je voulais être père, et je me suis demandé comment on faisait les bébés. Est-ce qu'il y avait des choses particulières à savoir? Est-ce qu'il y avait
des choses précises à préparer et à faire, tu sais, en prévention. En fait, on est d'une famille où déjà ma grand-mère connaissait les plantes, la naturopathie, l'aromathérapie, etc. Donc j'ai été éduqué comme ça à toujours faire voilà, se soigner en prévention et du coup, bah, dès les moindres symptômes, agir ou voire même bah, bien manger ou prendre les vitamines, les choses comme ça qu'il faut pour justement pas tomber malade. Et donc du coup là, ma question c'était bah, comment on fait les bébés en quelque sorte. Et du coup, j'ai eu aussi, c'est vrai, en parallèle, la chance de connaître un de mes professeurs qui s'appelle Jean-Marie Michelin. Et en fait, on est devenu, après mes études, encore plus, on s'est liés d'amitié encore plus. On est partis ensemble en voyage humanitaire dans le monde entier, notamment en Équateur aussi. Et, euh, et lui, sa fille est sage-femme. Et D'accord. donc, du coup, lui aussi avait une très grande connaissance, ouverture d'esprit. Enfin, il a toujours, il est toujours là. Mais je pense au passé à l'époque. Et il m'a orienté vers ce chemin-là. Et puis, en discutant avec sa fille qui est sage-femme, c'est là où j'ai commencé à apprendre des choses, etc. Et puis, je commençais à poser des questions. Et puis, bah, du coup, sa fille, elle me dit, bah, moi, je fais des formations sur bah, déjà l'équilibre hormonal féminin, la physiologie des moyens de contraception alternatives et naturels, etc. Donc, j'ai commencé à me former comme ça. Cet ami, ce professeur, il faisait à l'époque déjà une formation. C'était un des premiers quoi, à faire une formation sur la périnatalité. Et D'accord. donc, je suis allé faire cette formation. Donc, dans cette formation, il y avait lui et sa fille. Et je trouvais ça génial, en fait, parce qu'on avait appris énormément de choses qu'on n'avait pas appris à l'école et que même le grand public ne savait pas. Et je me suis j'ai tout de suite trouvé que c'était dommage que si peu de personnes, si peu de gens connaissaient le sujet et qu'il manquait, euh, tu sais, de cette information, en fait, pour le grand public. Mm. Est-ce que bah, toi, tu témoignes aussi dans ta vie, que Oui. tu trouvais des fois des Manque d'informations, voilà, un manque d'accompagnement. d'information, un manque de connaissances, Oui. d'accompagnement, etc. Et que du coup, ça s'améliore de jour en jour, hein. Je dis pas le contraire, et c'est vrai que, parce que comme je travaille aussi à la maternité de Cannes, et que j'ai une petite pensée pour Marion qui fait un travail formidable là-bas, Qui est euh, qui? qui est une sage-femme de l'hôpital D'accord. et qui fait un super travail là-bas. Et c'est vrai que les connaissances, bah, de plus en plus, les mamans, elles sont informées, etc. Mais à cette époque-là, moi, j'avais ce sentiment-là de découvrir un truc énorme. Et donc, j'ai mis le doigt dedans et puis je suis rentré à fond dedans parce que comme je suis curieux et minutieux, je voulais vraiment apprendre, tout savoir, tout connaître. On connaît jamais tout, hein, mais voilà, j'avais vraiment cette soif de connaissances. Et donc, du coup, bah, je me suis formé avec cet ostéo. Puis après, d'autres formations ostéo que j'ai pu faire un peu partout dans le monde, en France, etc., avec des ostéos à l'époque de renom. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis spécialisé du coup en périnatalité. Et de fil en aiguille, bah, j'ai mis en place tout un cheminement de soins ostéopathiques du préconceptionnel jusqu'au postpartum. Et en fait, en même temps de tout ça, en fait, de tout cet apprentissage en parallèle, bah, il y avait quelque chose qui me paraissait évident, c'était d'approfondir les connaissances sur la nutrition et la micronutrition. Mm. Qui pour moi, bah, c'est quelque chose de très très important. Quand tu vas, je sais pas si la métaphore est jolie, mais moi je trouve que c'est compréhensible. Quand tu vas faire un potager et que tu prépares la terre du potager pour planter des tomates, c'est de saison d'ailleurs là en ce moment, pour planter les tomates ou planter les fraises, etc. Bah, tu t'assures que la terre soit bonne, la terre Ouais. soit vivante, tu sais. Je sais pas si tu as entendu parler, il y a le couple Bourguignon aussi, qui sont Mm. des agronomes, des spécialistes de la terre et qui donnent des conférences, des vidéos sur YouTube. Là, c'est génial de les écouter parce qu'ils expliquent comment la terre vivante bah, est riche C'est vrai. et va pouvoir, tu sais, produire, avoir une production idéale. Et ben en fait, c'est pareil. Si la maman, on peut mettre en place ce travail-là dès le préconceptionnel, donc à la fois nutritionnel, c'est-à-dire que quand le bébé il arrive, quand le bébé il est là, il ouvre, toujours pareil métaphore, il ouvre le frigidaire à l'intérieur de la maman et qui peut se servir au niveau vitamines, au niveau Ouais. minéraux, tout ça quoi, Oui, tous c'est les ça. besoins qu'il a besoin pour se construire, bah ça va être mieux pour lui que si la maman elle a des carences, etc. Et bon et après là en fait
juste de dire ça paraît logique, mais après, c'est confirmé tout ça par les études scientifiques Bien où sûr. on va se rendre compte de l'importance de la nutrition, de la micronutrition. Et puis aussi le paramètre aujourd'hui dans notre société, tu sais, avec toutes les pollutions, en fonction de si la maman l'a fumé, pas Mmh. fumé, ça va être différent. Comment tu vas traiter la maman avant qu'elle soit enceinte. Donc du coup, faire certaines détox, certains nettoyages des métaux lourds, des polluants, etc. Et donc tout ça, tout ce travail-là à mettre en place pour justement améliorer à la fois la fertilité, mais la grossesse. Mmh. Euh, et, euh, et puis après, bien sûr, tout le travail ostéopathique, c'est-à-dire que nous, en ostéopathie, on va, avec des techniques douces, travailler sur la mobilité du bassin de la maman, sur l'équilibre postural de la maman, pour qu'il puisse s'adapter correctement quand le ventre de la maman va grossir, le centre de gravité va changer, Mmh. va plus s'orienter vers l'avant, du coup, le centre de gravité va changer, il faut que la maman soit capable de s'adapter à ce changement postural. Donc, de la préparer à tout ça, bah forcément, ça va lui éviter certains désagréments de la grossesse. Donc, c'est toujours, tu sais, toujours le côté, la prévention, préparer et faire de la prévention. Non, après, bien sûr, tous les petits conseils musculaires. Là, en parallèle, ça me fait penser, j'ai une patiente là, il n'y a pas longtemps, où je l'ai eu malheureusement vers la fin de sa grossesse, et elle avait plein de douleurs, etc. Et je pense qu'elle n'aurait pas eu les mêmes douleurs si on lui avait pas dit au début de la grossesse d'arrêter le sport. Et Ouais. elle a rencontré une sage-femme, malheureusement, qui lui a dit d'arrêter le sport, alors qu'elle était sportive, tu vois. Juste avant la grossesse, elle était sportive et tout ça, donc une tonicité musculaire hyper intéressante. Alors certes, elle faisait du crossfit, donc effectivement, je n'aurais pas dit de garder son Oui, mais crossfit un peu comme elle plus faisait élevé. avant, Mmh. exactement, l'adapter pour qu'elle garde cette tonicité musculaire qu'elle a et que ça soit top pour elle. Et en fait, elle a complètement tout stoppé. Et tu sais, toi comme moi, quand on arrête de faire le sport, la rapidité de la fonte musculaire, donc du coup, c'est une maman qui s'est retrouvée à avoir une fonte musculaire qu'elle connaissait pas du tout, et plus le changement de gravité, plus le poids du corps, plus le poids du bébé, etc. Et à la fin, elle s'est retrouvée à avoir des déséquilibres, etc., Mmh. et des douleurs qui auraient jamais eu lieu si elle avait continué son sport. Donc effectivement, en préconceptionnel, préparer ça, préparer certains muscles, peut-être il y a certaines faiblesses au niveau du périnée qui peuvent être déjà présentes, donc on va travailler. Et puis le point aussi que j'aime bien aborder, c'est aussi la vascularisation de l'utérus. Donc là, on va faire ce travail aussi d'amélioration de la vascularisation de l'utérus, qui de ce fait, tout ce petit travail-là, de ce fait, va en quelque sorte améliorer la fertilité aussi de la maman. Pour celles qui ont des difficultés, alors je ne parle pas pour celles qui sont vraiment, vraiment, ou Qui ont des euh, pathologies voilà, qui ont sévères. de pathologies Oui. sévères, etc., c'est différent. Mais effectivement, il y a quelques études intéressantes qui montrent l'impact intéressant de l'ostéopathie sur ça, sur la fertilité. Donc là, le fait de bien préparer tout ça en préconceptionnel, bah forcément, ça va améliorer la maman dans son état de grossesse. Mmh. Et puis tous les petits maux de la grossesse qu'il peut avoir aussi, on va pouvoir agir aussi dessus en ostéopathie, s'il y en a. Je pense notamment aux douleurs de maux de dos, tu sais, aux Mmh. maux, les douleurs de côte, les maux de dos et tout ça, les tensions ligamentaires, les tensions musculaires, qui en fait le médecin, lui, il n'a pas trop de solutions, il sait pas trop comment faire, donc il va direct proposer du Doliprane, mais on se rend compte de plus en plus d'études qui montrent que le Doliprane est très problématique et très toxique, tu comprends? Et donc du coup, il n'y a pas trop de solutions, elles n'ont pas trop de solutions, et donc bah, nous, en ostéopathie, on apporte ces solutions-là de rééquilibrage postural, Ouais. la Tu mobilité du parles du bassin. Doliprane, j'ai pris du Doliprane toute ma grossesse, moi. J'avais souvent des douleurs et c'était Doliprane, c'était le seul truc qu'on pouvait prendre en étant enceinte. Voilà, c'est Mmh. ça. Ouais, c'est le seul truc qu'on pouvait prendre. Mais aujourd'hui, les études montrent que bah, c'est pas top du tout et c'est vraiment D'accord. problématique, quoi. De plus en plus, on se rend compte que c'est délicat de prendre du Doliprane. Et nous, bah, nous, du coup, on propose ça, des solutions comme ça, avec nos petits doigts. On vient faire des petites techniques, Ou de la médecine douce, d'autres choses qui peuvent, voilà, ou de la médecine douce, bien ouais, sûr, travailler en collaboration avec les autres thérapeutes, le kiné, l'acupuncteur et tout ça, tout ça, ça peut d'accord. être intéressant Justement, pour tu parles de justement. kiné. Ouais. Quelle est la différence entre un kiné et un ostéopathe? Ok, donc quelle est la différence Bon, bah, déjà le cursus scolaire c'est pas le même. L'ostéo, euh, on va donner un exemple simple pour que tout le monde comprenne, l'exemple de l'entorse de cheville, parce que c'est un exemple qui est simple et qui permet à tout le monde de bien comprendre. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une conférence à Marseille au Congrès international de médecine naturelle
avec médecin de l'équipe de France de football de 98 et 2000, qui a été Jean-Marcel Ferré, voilà, qui a D'accord. été champion du monde. Et c'était génial, on a vraiment bien sympathisé, tout ça, et on a fait une conférence ensemble, donc avec un grand monsieur qui connaît le sport de haut niveau. Et en fait, on a voulu démontrer que l'impact et l'efficacité de l'équipe médicale, tu vois, c'est pas juste un professionnel de santé, c'est pas juste le médecin, juste le kiné ou juste l'ostéo, c'est Oui, l'efficacité c'est l'équipe. de l'équipe D'accord. médicale et qui devrait être retransmis au grand public. En fait, à ce congrès-là, le directeur, il m'a appelé, et il m'a demandé de venir parler de l'ostéopathie et du sport. Et moi, je lui ai tout de suite répondu, je lui ai dit, mais c'est dommage de juste cantonner ostéopathie et sport. Pourquoi on ne ferait pas un truc plus général avec l'efficacité, l'impact de l'équipe médicale? Et il m'a dit, ah ouais, c'est une super idée. Donc, bah, trouve un médecin et puis viens avec qui tu veux, tu vois. Et donc, du coup, bah, pour l'anecdote, j'ai pensé à appeler le médecin qui m'avait fait confiance quand je suis sorti de l'école. Et donc, c'est lui que j'ai appelé en premier. Mais il était en séminaire au Japon à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, bah, qui je vais appeler? Et moi, étant fouteux, etc., je me suis dit, bah, je vais appeler le médecin Jean-Marcel Ferré, parce qu'on avait vu qu'à l'époque, Jean-Marcel Ferré, en 98, il avait intégré un ostéopathe dans l'équipe médicale pour la Coupe du Monde en 98 qui avait eu lieu en France. Il avait intégré un ostéopathe, il avait intégré dans ses soins aussi l'homéopathie. Et donc, je me suis dit, bah, je vais appeler Jean-Marcel Ferré. Et donc, Jean-Marcel Ferré, quand je lui ai proposé cette idée de venir et de parler, pas que de l'ostéopathie, mais du coup de l'équipe médicale, il était ravi et il trouvait ça génial. Et donc, du coup, il est venu avec moi à Marseille faire cette conférence. Et du coup, je lui ai proposé de faire une conférence sur l'entorse de cheville, qui est quelque chose d'assez classique en France. Mm. Et du coup, bon, on a super bien sympathisé, etc. Et donc, l'entorse de cheville, quand un footballeur ou autre, ou même une personne lambda se fait une entorse de cheville, la première chose, c'est quoi? La première chose, c'est, comme on l'a dit, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est le médecin qui va prendre d'abord l'examen clinique, donc il va analyser la cheville, etc. S'il y a besoin de faire des examens complémentaires et tout ça, en fonction de la gravité et tout ça. Et donc, une fois que ça c'est fait, ensuite, on va être guidé. Donc, d'abord, ensuite, en premier lieu, l'ostéopathe, s'il n'y a pas de fracture, etc. L'ostéopathe, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va réajuster la mobilité de la cheville, des os de la cheville. Il va redonner de la souplesse et de la mobilité aux os de la cheville, pour parler simplement. C'est un peu plus complexe que ça. Ensuite, si l'entorse, elle est partie, est-ce qu'il n'y a pas eu un déséquilibre postural? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas le bassin qui était Mm. décalé? Est-ce qu'il n'y a pas D'accord. une vertèbre qui est décalée, etc., qui fait, qui crée une faiblesse sur cette cheville, et que c'est pour ça que cette cheville-là, la droite et pas la gauche est partie en entorse, tu comprends? Donc tout le phénomène postural. Donc l'ostéo, il va régler tout ça, il va remonter jusqu'au crâne, etc., les premières cervicales, etc., les points clés au niveau de la posturologie, pour vérifier tout ça. Une fois que ça c'est fait, en parallèle, ensuite vient très vite le travail du kiné, et justement là, pour expliquer que fait le kiné, bah, le kiné, lui, il va s'occuper de la rééducation, la réathlétisation, le travail musculaire de la cheville, parce que la cheville, justement, dans cette entorse, elle a été étirée, les ligaments ont Oui, été étirés, les muscles ont souffert, etc. Donc là, d'accord. le kiné, lui, va faire ce travail musculaire de réathlétisation de la cheville D'accord. et aussi la proprioception. Donc ça, c'est aussi important pour la cheville de travailler la proprioception. Bon, Ouais. c'est pas le sujet. Ouais, je comprends vraiment mieux là. Très Mais clair. voilà, Et- pour expliquer la différence entre kiné et ostéo. D'accord. Pour en revenir à l'ostéopathie en Ouais. périnatalité, on est bien d'accord que ça englobe bien la préconception, comme tu disais, Ouais, voilà, grossesse ouais. et l'accouchement, enfin le postpartum. Voilà, donc moi, le cheminement que j'ai mis en place, le cheminement de soins que j'ai mis en place, et bon, je suis pas le seul ostéo spécialisé en périnatalité, mais entre parenthèses, je pense que c'est important de dire que c'est quand même une spécialité, Mhm. que quand on sort de l'école, on n'est pas formé suffisamment sur le sujet et ça nécessite d'être formé au préalable. Ça, je veux le dire parce que il y a vraiment trop de choses que je savais pas quand je suis sorti de l'école et ça, voilà, je pense que c'est important de le dire. Donc tout le monde n'est pas spécialisé en périnatalité, en femme enceinte. Ça nécessite d'être formé. Et donc il y a tout voilà, tout ce cheminement de soins donc en préconceptionnel pour préparer l'accouchement, tout ce suivi pendant la grossesse. Et en fait, aussi, très souvent, on dit, par exemple, pour les bébés en siège, tu vois, nous, on va pas retourner le bébé. Ça, c'est une technique qui s'appelle la version, qui est une technique gynécologique. Nous, à l'inverse, on va permettre
au bébé d'avoir le maximum de place, le Pour maximum pouvoir lui-même de, se voilà, reposer. d'être dans un ballon utérin souple, un ballon de baudruche, quoi, Mm. d'anniversaire, et pas un ballon de foot, basket dur. Et lui, du coup, il va être beaucoup plus libre de ses mouvements, il va être moins sous tension, moins dans un ventre sous tension, et du coup, il va se retourner plus facilement. Nous, c'est ce qu'on fait. Et du coup, c'est un peu comme un travail de prévention. Si du coup, le suivi ostéopathique, il se fait depuis le début, ben forcément, le ventre de la maman, il sera plus libre que la maman qui vient à 8 mois et qui me dit, mon bébé, il se tourne pas, comment on fait? Est-ce qu'il y a des solutions? Effectivement, on y arrive aussi, malgré que la maman, elle vient au dernier moment, à 8 mois, où le bébé, il se tourne pas, il y a un risque de faire une césarienne parce que le bébé est en siège, etc. Donc, effectivement, il y a aussi des réussites dans ce genre de situation, mais ça va être, effectivement, tu as compris, plus facile que si le suivi, il a été au fur et à mesure, tout le long de la Si on est grossesse. sous d'avant, ça serait un peu plus C'est un peu plus compliqué. compliqué, ouais, il y a Mm. plus de complications donc, par rapport à ce paramètre-là. Et les pratiques sont différentes dans l'avant, pendant et après, Alors c'est au niveau de la intéressant, maman. on peut faire un point sur la pratique. Effectivement, c'est intéressant. On peut entendre parfois dire, pour les techniques ostéo, ah mon ostéo, moi il m'a fait craquer, je préfère quand ça fait craquer, sinon ça fait rien. Ou à l'inverse, ah mon ostéo, moi il me fait pas craquer, il faut absolument pas faire craquer, etc. Tu vois, pour parler Oui, vulgairement. Je pense que ça c'est intéressant aussi de détailler ça. Mon point de vue à moi, quand on sort d'une bonne école, et il y en a plein, hein, mais quand on sort un bon ostéopathe, pour moi, il a deux trousses à outils. Il a à la fois la trousse à outils des techniques qu'on appelle structurelles, c'est les techniques de cracking, qu'il doit être capable de maîtriser. Euh, et ça, ce sont des techniques qui sont des techniques douces aussi. En fait, tu sais, quand tu d'accord. quand tu maîtrises une technique comme ça où ça fait craquer, bah, juste on entend craquer, mais c'est fluide. Le patient, il est confortable. Et ça aussi, ça maîtrise, ça nécessite une maîtrise. Et le patient, il est confortable, il entend un petit clic, et voilà. Et à côté de ça aussi, il y a les techniques qu'on appelle les techniques fonctionnelles, les techniques tissulaires, les techniques de fascia, etc. Qui ça aussi, c'est une autre trousse à outils. Maintenant, le travail de l'ostéopathe, c'est de choisir avec justesse et précision quelle technique, quelle trousse à outils il va choisir pour ce patient-là qu'il a en face de lui et ce jour-là. Parce que toi, tu peux venir un jour et je vais utiliser par exemple des techniques structurelles avec cracking, mais tu vas venir un autre jour, tu seras la même personne et ça sera pas du tout les mêmes techniques à mettre en place. Ce jour-là, quelle technique on va... Et c'est ça la vraie, pour moi, la vraie ostéopathie, c'est de dénigrer aucun des deux. Pour moi, voilà. Moi, je trouve que ça, c'est Mais important. chaque Ça, est c'est, un cas voilà. déjà, et après, en Chaque fonction personne est de un cas sa vie différent. ou... Voilà, chaque, Mm. chaque cas est différent. Et puis après, donc, effectivement, en fonction ta question, c'était sur est-ce qu'en préconception, est-ce que lors de la grossesse, est-ce que c'est les Mhm. mêmes techniques? Ben non, à chaque fois, on évolue, c'est des techniques différentes, etc. Là où on peut être sûr, par contre, c'est sur les bébés. Effectivement, là, Oui. là, sur les bébés, c'est très tissulaire. Mhm. C'est des techniques qui sont très douces. Et là, oui, là, on peut être d'accord sur ce sujet-là, où là, il n'y a pas de doute. Au niveau préconceptionnel, pour finir, les papas aussi sont concernés. Ouais, exactement. Je dirais que c'est un peu moins en vogue, mais on peut faire un travail sur aussi la mobilité du bassin. En fait, il y a moins d'études qui ont été faites sur les papas, mais pour améliorer le spermogramme. Là où on va vraiment avoir un impact sur le spermogramme du papa, c'est sur la nutrition, la micronutrition. Il y a encore des études intéressantes sur le lycopène, par exemple, qui sont intéressantes à prendre en compte et pour améliorer justement le spermogramme du papa et certains conseils et tout ça qui vont être des conseils de vie au quotidien et tout ça qui vont être intéressants pour améliorer le spermogramme. C'est vrai que bah aujourd'hui, si on se rend compte, c'est un truc de fou. On, les hommes ont perdu 50% du nombre de spermatozoïdes dans les spermogrammes. Mm. Et aujourd'hui, c'est un problème majeur qu'il faut prendre en compte et qui vient uniquement de la pollution environnementale, Ouais, des j'allais dire, perturbateurs. est-ce que c'est pas lié à la nutrition aussi? Exactement, des perturbateurs endocriniens. Les Mm. perturbateurs endocriniens, c'est quoi? C'est aussi les pesticides, etc., qu'on retrouve dans l'alimentation. Donc, finalement, tout est lié. Donc, tout ce côté-là aussi, ce côté informatif que je fais en préconceptionnel, donc pour à la fois le papa, la maman, pour justement faire tout ce travail de nutrition, de nettoyage du corps, etc.
va être bénéfique pour les deux. Et comment tu allies concrètement ostéopathie et nutrition? C'est des conseils que tu donnes en début de séance? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, avec les patients, soit je prends un temps pour en début de séance un questionnaire, donc on appelle ça l'anamnèse, pour apprendre à connaître la personne qui est en face de moi, pour Mm. justement trouver une direction. Et puis, on prend un temps à la fin pour discuter ou pendant la séance pour discuter sur la nutrition, etc. Et parfois, on prend juste une séance en tête-à-tête sur la nutrition et la micronutrition. Après, quand c'est des cas complexes, effectivement, on fait appel aux collègues qui sont des diététiciens et plus calés là-dessus, ou des médecins spécialistes en nutrition dans les cas assez complexes où il faut faire des analyses plus poussées. Mais très souvent, en préconception, quand les mamans, en général, ils sont plutôt jeunes à cet âge-là, il n'y a pas eu encore trop d'antécédents, Ouais. on arrive à faire un super job là-dessus et qui me paraît important parce qu'on dit souvent, enfin, je sais pas si tu connais les études, mais quand on retrouve, il y a certaines études où on retrouve tout un tas de polluants, de toxiques dans le liquide amniotique, dans le placenta, après du sang dans le Oui. placenta, etc., avec tout un tas de polluants qui est c'est assez incroyable. Et surtout les perturbateurs endocriniens qu'il faut vraiment se méfier avec tous les cosmétiques, les vernis, etc. Ça, c'est vraiment problématique. Oui, mais alors, du coup, j'ai une question par rapport à ça. On commence à comprendre qu'il faut changer l'alimentation, il faut faire attention dans tous les cas, mais au niveau du coût de cette consommation, Ah oui, c'est juste. Ouais, ouais, c'est juste. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, il faut se méfier quand même parce que c'est vrai et c'est vrai, le bio est plus cher. Mais il y a quand même des fois, j'avais fait une petite observation pour la petite anecdote. Je me souviens, j'étais allé en supermarché à l'époque où commençaient les vracs, tu sais. oui, Donc les amandes, les noisettes en vrac, etc. Et j'arrive devant et je fais, ah, bah, c'est génial, ils font du vrac. Ah, bah, ils font du bio, c'est génial. Et je regarde le prix des amandes en vrac, c'était 42 euros le kilo. En comparant avec le magasin bio où j'allais, alors que normalement un magasin bio c'est censé être le plus cher, oui. et c'est moins cher en supermarché, et ben c'était 2 fois moins cher. Le prix en magasin bio, c'était de mémoire, c'était 20, non, c'était 18, entre 18 et 20 euros le kilo, tu comprends? Et donc c'était 2 fois plus cher en supermarché. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le supermarché fait appel à un fabricant, enfin à un gars qui lui se fait livrer les amandes, et c'est les mêmes amandes du même endroit, de Turquie à l'époque, je me souviens, qui se fait livrer les amandes de Turquie, et du coup le transport, le machin, etc., qu'il faut lui payer. Alors que le magasin bio, il se faisait livrer directement par le producteur. D'accord. Donc des fois, on se fait surprendre parce que si on passe comme ça au magasin supermarché et on connaît pas trop le bio et on regarde les prix là et on se dit mais c'est un truc de fou, jamais de la vie j'achèterai bio. Mm. Et en fait, des fois, on se fait surprendre. Donc ça, pas se faire surprendre avec ça, mais aussi le petite astuce que je pourrais dire, c'est qu'il y a des AMAP de plus en plus partout Oui, en France. c'est Les vrai. AMAP, c'est des organismes en fait volontaires de gens qui organisent et qui prennent contact avec les agriculteurs du coin. Donc en l'occurrence ici, nous je suis à Cannes, il y a plusieurs AMAP, il y en a une je crois à La Boca, et il y en a une à Montsartou. Et donc à cet endroit-là, nous, on fait venir chaque semaine les agriculteurs qui viennent nous livrer leurs produits. Et en fait, on a passé un contrat avec eux, un contrat qui est de 6 mois, en leur disant bah, pendant 6 mois, on vient chercher votre production. Donc eux, ça leur assure leur carnet de commandes, tu vois, de remplir leur carnet de commandes. Et du coup, ils sont bio et du coup, ils peuvent réduire leurs tarifs, sachant qu'ils vont avoir les ventes qui sont assurées, etc. Et les Donc, Arabes, c'est un peu partout, c'est en France? eh ben, en France, ouais, tu D'accord. cherches sur Internet, AMAP, et puis de là où tu es, la ville où tu es, même à Paris, on a plein des Ouais, AMAP ouais. à Paris. Moi, j'ai vu que maintenant, il y a des agriculteurs eux-mêmes qui ouvrent les portes Exactement, ouais, aux aussi, personnes qui viennent ouais, directement, eux, récupérer chercher. les récoltes Ouais, ça c'est vrai et ça aussi, coûte moins directement cher. sur place. Là Oui, aussi, ça, ça j'ai vu serait ça. encore moins cher. Ça c'est vrai, j'ai vu. Ça, ils faisaient ça aussi à Sofia, etc., ou même dans le coin. Et donc ça, c'est une possibilité, et c'est assez riche et varié en fait en fonction des AMAP, où tu vas avoir le panier de légumes, tu vas avoir l'autre qui revient avec l'agriculteur qui vient avec ses super pommes et tout ça, bio, génial, ou qui vient avec les truites, qui vient avec les œufs, le poulet, Mm. enfin bon. Et donc ça peut être une solution alternative qui peut être intéressante aussi pour réduire le coût, parce que c'est vrai que ça a un coût. Donc favoriser
la bonne alimentation, c'est végétal, local, et si possible, dès qu'on peut, bio, parce que du coup, il y a moins de, de pesticides et du coup perturbateurs endocriniens. Ça, c'est hyper important. On parlait des bienfaits des séances d'ostéopathie. Est-ce qu'il y a un nombre de séances à faire pour avoir des résultats ou dès la première fois, on peut s'en sortir, peut sortir et voir que ben, on se sent beaucoup mieux Ouais, ou il y a une moyenne? bah, en fait, ça dépend vraiment de la situation de la patiente, comment elle vient. Effectivement, là, je pense à une patiente enceinte, incroyable, à 5 mois, c'était il y a quelques mois, là, 5 mois, elle est venue à pencher en avant, mais à l'équerre, quoi, en Mm. 90 degrés pencher en avant. Je lui dis, mais comment vous en êtes arrivé là? Et en fait, elle s'est jamais arrêtée son travail, tu comprends, à fond le boulot, elle devait, la pauvre et tout ça. Et elle était vraiment, vraiment en vrac. Donc là, effectivement, en une séance, bah, ça a super bien marché. Mais en fait, voilà, ça dépend des situations. Mais c'est un travail d'équipe. Moi, j'aime bien aussi ne pas laisser partir la maman comme ça, en fonction de ce que j'ai trouvé. Il y a des points clés. Et ces points clés, on va pouvoir les améliorer en lui donnant des petites astuces, des petits conseils d'étirement, des petits conseils de renforcement musculaire, etc. Des petites astuces. Où comme ça, elle part pas, je dirais, les mains vides et elle va pouvoir avoir toutes ces astuces pour justement, on bosse ensemble. Elle va faire un petit peu les étirements que je lui ai montrés, les deux, trois D'accord. choses. On va voir comment ça réagit. Ben voilà, une semaine, 2 semaines, 3 semaines en fonction du patient. Elle revient, on repeaufine la chose. Et puis après, si tout va bien, on laisse couler. Pour ce qui est des grossesses, ça peut être, si la fille, si la maman, tout va bien, ça peut être une fois tous les 3 mois par trimestre, tu vois. Mm. Et puis ça peut être plus serré une fois tous les mois pour certaines patientes. Et puis pour d'autres qui ont vraiment bah, des antécédents, parce qu'on a tous des antécédents différents en fonction de notre histoire. Si tu Bien t'es sûr. déjà fracturé, tu as eu un méga accident, si tu as déjà eu des opérations, etc., bah forcément, ton histoire, elle va pas être la même. Et du coup, ça sera plus ou moins facile. Là, c'est pas une question, c'est un témoignage, mais si tu veux en parler aussi, d'une maman au niveau de la récupération après la césarienne. Apparemment, ça a été, les séances d'ostéopathie ont fait que la cicatrisation s'est mieux passée. Effectivement, Cet épisode est passionnant, n'est-ce pas? Vous souhaitez écouter la suite avec encore des informations, des histoires de vie, en apprendre plus sur le métier de l'ostéopathe? Abonnez-vous pour être alerté dès la sortie de la deuxième partie et fin de cette interview. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.